Climate Change, c'est une association qui a été, dont l'origine remonte en fait à 2015, au moment de la COP 21, où juste avant la COP 21, il y avait eu deux grandes manifestations à Paris. Une qui était orientée business, hein, et l'autre qui avait été, et donc dans le thème était qu'est-ce que le monde du business peut faire finalement pour se préparer à la COP 21, d'éventuels accords. Et puis l'autre réunion qui s'était tenue à Lyon, si ma mémoire est bonne, et qui portait sur justement villes et territoires et la question climatique. Et c'est en fait de cette organisation-là, qui avait été pilotée par le sénateur Renan Dantec, un sénateur du Sénat français, c'est de cette initiative-là qu'est née l'association, dont moi-même je suis membre du conseil d'administration. Hein, voilà. Et c'est donc très naturellement vers Climate Change que je me suis tourné, parce que Climate Change a pris l'initiative de lancer il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, un observatoire. Hein, un observatoire de l'évolution des initiatives prises par les acteurs non étatiques, hein, puisque finalement cette association vise vraiment à capitaliser sur l'action des acteurs non étatiques, bien évidemment en lien avec les acteurs étatiques. Et donc cet observatoire est là, filière par filière, donc le transport, l'énergie, le bâtiment, etc., pour donner une vision de ce qui se passe en ce moment, de particulièrement significatif dans le cadre de cette quête d'une économie et d'un monde décarboné. Voilà. Et donc, à la fois Amaury et Antoine vont nous donner un paysage portant sur l'énergie, portant sur le transport, un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec l'Agence internationale de l'énergie. Hein. Et c'est intéressant de voir finalement les points saillants qui existent en différents points du globe. Ça va vous permettre de vous situer. Et je vous invite donc maintenant à suivre avec attention tout ce que Antoine et Amaury vont nous dire. Et je leur laisse la parole. Merci beaucoup Patrick Poliva. Bonjour à tous. Merci d'être encore là en fin de journée ce vendredi. Donc moi, je m'appelle Amaury Parel, je coordonne les activités de l'Observatoire et je suis accompagné par mon collègue Antoine Gillot qui m'aide aussi à la coordonner et puis à faire toutes ces publications. Donc je vais être beaucoup plus rapide sur la présentation que j'avais prévue du coup sur Climate Change et l'Observatoire puisque Patrick l'a très bien fait. J'en ai dit quelques mots simplement. Ouais. Donc effectivement, depuis 2015, on a essayé d'évoluer plusieurs outils qui visent surtout à mobiliser tous ces acteurs non étatiques. Hein. C'est surtout 3 activités. L'une, c'est informer. C'est avec un portail en ligne qui est complètement bilingue, anglais-français. Dessus, il y a beaucoup d'outils d'accès à l'information, une cartographie des projets, une bibliothèque, etc. La deuxième, celle que peut-être Patrick connaît le plus, c'est celle de mobiliser, donc autour de coalitions d'acteurs thématiques qu'on invite à se réunir chaque année lors de nos sommets ou des ateliers virtuels pour cette période en particulier. Et la troisième, donc c'est celle qui nous concerne, c'est analyser avec l'Observatoire Climate Change, qui lui essaie d'analyser, synthétiser les actions récentes mises en œuvre, j'insiste sur ce terme, par les entreprises, collectivités ou sociétés civiles, mais également les acteurs de la finance. Et on essaie un peu d'identifier donc les dynamiques d'actions les plus intéressantes de ces acteurs, comment elles produisent des résultats ou comment elles interagissent avec des politiques nationales. Très concrètement, hein, ça prend la forme de plusieurs bilans annuels thématiques et de cas d'études. Nous, aujourd'hui, on va vous donner un peu une vision d'une partie de notre bilan phare, qui est le bilan par secteur d'émission. Mais sachez que vous trouverez aussi d'autres secteurs dans ce bilan, puisqu'on couvre la production d'énergie, le transport, le bâtiment, l'industrie, les déchets et l'usage des sols. Voilà, tout un programme, c'est très, très dense. Donc, on ne va pas revenir non plus dans tous les détails aujourd'hui. En tout cas, la logique de ce bilan, c'est que pour chaque secteur, on dresse un panorama des grandes tendances mondiales en termes d'émissions, mais également en termes de facteurs énergétiques et de macroéconomiques qui expliquent cette évolution des émissions. Et puis après, on tâche d'expliquer et puis d'illustrer ce contexte mondial par des tendances d'action, donc des entreprises, collectivités ou sociétés civiles. Voilà, et après, on a d'autres bilans hein, sur le territoire, plus précisément sur les collectivités, sur la finance, du côté des investisseurs, des banques, des assureurs ou sur l'évolution des produits financiers verts. Et puis enfin, un petit dernier sur l'adaptation, où là, on reprend un peu ce triptyque secteur, territoire, finance, mais vraiment focalisé sur l'adaptation. Voilà, avant de commencer sur l'énergie, peut-être étayer un petit peu les objectifs et la plus-value de cet observatoire. Donc pour nous, c'est aussi l'objectif vraiment, c'est un exercice de synthèse un peu unique de pas mal de sources. On mêle à la fois des papiers scientifiques, des rapports d'organisations internationales, des rapports d'entreprises directement, de la presse, tout ça pour constituer un document de référence pour tous les acteurs, pour se positionner dans un contexte plus large, hein, pour s'inspirer et prendre un peu le pouls des évolutions dans leur secteur.
C'est aussi une démarche de vulgarisation pour informer et élargir le spectre des acteurs engagés, hein. Nous-mêmes, on n'est pas des ingénieurs, donc on ne va pas forcément dans le détail technique, mais en tout cas, on essaie de capter la complexité d'un secteur tout en prenant le temps de décrypter un petit peu les infos et les enjeux. Ça s'inscrit aussi dans une volonté de raconter un peu une histoire derrière les chiffres, de fournir un peu une narration pluridisciplinaire, puisqu'on estime qu'une agrégation un peu plus des données ne va pas forcément suffire pour faire progresser la compréhension des enjeux et des blocages ou des moteurs de toutes ces actions par les acteurs eux-mêmes. Voilà, et puis enfin, je réinsiste sur le fait qu'on a pris le parti pris de ne couvrir que ce qui est mis en œuvre et ce qui produit des résultats, puisque depuis 2015, on a une multiplication dans l'environnement institutionnel international des engagements qui ont leur importance dans un processus de formulation de politique publique, mais qui ne doivent pas non plus rester le seul objet de préoccupation. Voilà, donc est-ce que je peux demander à Antoine de lancer la slide sur l'énergie? Donc nous, comme je disais, c'est une petite partie du bilan sectoriel qu'on a sorti en début décembre en 2020. Alors ce bilan cette année, on l'avait aussi écrit avec un angle très particulier dû à la période, puisqu'on avait aussi essayé de réfléchir un peu comment la crise du Covid-19 avait grippé ou accéléré la stratégie climat des acteurs. Dans le secteur de la production d'énergie et plus particulièrement de la production d'électricité, d'entrée de jeu, on peut affirmer que cette crise sanitaire a renforcé des tendances qui étaient déjà bien en place en 2019 dans la production d'électricité. Si je commence par une petite revue du contexte mondial, on observait déjà en 2019 une baisse pas importante, mais en tout cas là, des émissions de la production d'électricité d'1,3. Cette baisse intervenait après une hausse en 2018 assez significative de 2,5. Ces émissions ont baissé très fortement en Europe, de 14%, et pour la 7e année consécutive. Mais elle avait également baissé déjà en Inde ou aux États-Unis, où elles augmentaient pourtant auparavant de manière constante. En Asie, on avait une croissance plus modérée, ce qui est déjà aussi un grand pas, puisqu'on connaît aussi la forte progression des émissions en Chine. Alors, j'insiste sur les facteurs de cette baisse des émissions. Elles sont d'abord dues à une croissance modérée de l'économie et de la demande d'électricité. On pourra en revenir plus tard dans la discussion. Et puis, en second lieu, par un recul historique du charbon dans le mix international de 3% en 2019. Ceci a permis de réduire grandement l'intensité carbone de l'électricité partout dans le monde, comme vous pouvez le voir sur le graphique à côté qui vient de Enerdata. Ce rythme de la réduction de l'intensité carbone de la production est encore bien trop éloigné d'une trajectoire de degrés selon l'AIE. Je pense que tout le monde est plus ou moins familier avec ce que sont les trajectoires de degrés de l'accord de Paris, et 1,5. Et en parallèle, les renouvelables, elles, en 2019, montraient aussi toujours le plus fort taux de croissance parmi les sources de production d'électricité. De 6%, elles représentaient déjà 27% du mix électrique global. Vous m'entendez mal. Ok, je vais essayer Alors, sur l'impact de la crise du Covid-19, la baisse de la consommation d'électricité qui a été engendrée par toutes les restrictions et les confinements un peu partout dans le monde ont principalement touché les centrales à charbon. En fait, le charbon a servi en quelque sorte de variable d'ajustement au mix électrique pour absorber cette baisse de la demande. Le gaz également, dans une moindre mesure. Et ces deux sources ont baissé respectivement de 7 et 3% en 2020. Donc la demande en charbon et en gaz a baissé respectivement de 7 et 3% en 2020. Tandis qu'en parallèle, les renouvelables ont bénéficié de coûts d'exploitation assez faibles et une priorité au réseau un peu partout dans le monde qui a permis d'augmenter grandement leur part dans la production, dans le mix électrique, notamment en Europe, puisque pour la première fois, la production à base d'énergie renouvelable a dépassé celle à base de production fossile, 40% contre 34% si les ordres de grandeur vous intéressent. Un petit bémol toutefois, cette crise a aussi impacté les entreprises d'équipement off-grid dans les pays en développement et combiné à la baisse des revenus généralisés dans le monde et à la hausse de la pauvreté. En 2020, l'accès à l'électricité recule un peu partout dans le monde et notamment sur le continent africain. Peut-être une petite précision sur la réponse qui a été donnée aux États à cette crise, par les États à cette crise. Alors, les plans de relance ont envoyé des signaux assez contradictoires, en tout cas sur la production d'électricité, avec toujours des sommes très importantes qui bénéficient à la production fossile d'électricité, estimée à 13 milliards de dollars pour le moment. Alors, c'est assez peu comparé à ce qui a été mis sur la table pour le transport, par exemple, on le verra plus tard. Mais ça intervient au moment où il y avait pourtant des signaux assez positifs en 2019, puisque pour la première fois, les subventions publiques aux énergies fossiles avaient enfin baissé.
Voilà. Alors, si on s'intéresse un peu plus particulièrement aux actions des acteurs non étatiques, hein, ce qui nous intéresse plus particulièrement. Alors, du côté du secteur privé, on observe une restructuration de plus en plus accélérée. Non, il faudrait la sur le pétrole et le gaz. Antoine. Peut-être après. Ouais, non, ouais, voilà, merci. Donc, si je commence par les entreprises du pétrole et gaz, qui sont quand même très importantes dans la structuration du marché de l'énergie de manière générale, on a observé déjà des dévaluations très importantes de leurs actifs en 2019. Ces dévaluations massives se sont accélérées grandement en 2020. Elles ont été aussi accrues par une baisse importante du pétrole, du prix du pétrole, qui fragilise la rentabilité des projets d'extraction. Et ces dévaluations sont également accrues par une pression croissante des investisseurs qui se désinvestissent progressivement de beaucoup de projets euh, fossiles, notamment du charbon. Notons également que ces dévaluations s'accompagnent de plans sociaux de grande ampleur, puisqu'on estime que près de 100 000 emplois ont été menacés en 2020 au sein des entreprises du pétrole et gaz. En parallèle, on observe un marché de l'électricité qui est stable, avec des prix souvent régulés par le public. C'est pour ça qu'on observe certaines entreprises de production d'énergie renouvelable qui ont dépassé la valeur en bourse d'entreprises du pétrole et gaz, notamment le cas de Next Era en Floride, qui a dépassé la valeur en bourse d'Exxon, par exemple. Donc ça, c'est des faits assez nouveaux qu'on n'avait pas vus avant 2020. Ces deux évolutions parallèles, finalement, poussent les entreprises du pétrole et gaz à se réorienter progressivement vers les renouvelables, avec de plus en plus de transactions observées depuis 2019 et notamment en 2020, et des investissements qui devraient progresser fortement à partir de 2020, comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, puisqu'on espère que ces investissements vont doubler, voire tripler dans les prochaines années, notamment en particulier de la part des européennes, de Shell, BP ou Total, qui, elles, subissent davantage de pression des pouvoirs publics, des investisseurs, donc des financeurs, et également de la société civile. Si on prend un peu de distance avec l'action de ces entreprises, il faut quand même toutefois noter que les technologies bas carbone, les investissements dans les technologies bas carbone ne représentent toujours qu'1% de leurs investissements totaux. Alors, du côté des électriciens, donc des entreprises de la production d'électricité, cette année, on remarque pour la première fois que ces entreprises ont fermé plus de centrales à charbon qu'elles n'en ont ouvertes dans le monde, particulièrement aux États-Unis, puisque 13 centrales ont été fermées en 2020, mais également beaucoup en Europe, hein, notamment au Portugal ou en Espagne, deux pays qui sont très proches de faire leur sortie complète du charbon en quelques années, hein, puisqu'en 2017 ou en 2018, le charbon constitue encore une part significative de leur mix électrique. Et elles ont, toutes ces fermetures n'ont pas non plus compensé les ouvertures qu'on observe encore en Chine ou en Inde. Voilà. Alors ces fermetures concernent aussi dans une moindre mesure le gaz, hein. On observe aussi des fermetures ou des décommissionnements. Donc General Electric, par exemple, a décommissionné une centrale à gaz 20 ans avant la date prévue. Alors, est-ce que ces mouvements suffisent à atteindre les objectifs de Paris, les objectifs de l'accord de Paris? Non, selon une grande étude comparative de l'organisation World Benchmarking Alliance, qui a fait une grande étude sur 50 électriciens dans le monde. Selon cette étude comparative, ces électriciens peinent encore à traduire quantitativement leur stratégie de décarbonation dans leur scénario à long terme et dans leur plan de financement à long terme, hein. Selon ce benchmark, seules 4 entreprises seraient alignées sur l'accord de Paris. Je crois que je cite sur voilà, Enel, EDP, Ørsted et AES. Et 35 d'entre elles dépassent déjà, compte tenu de leur choix d'investissement fait aujourd'hui, elles dépassent déjà leur budget carbone d'ici 2033. Et pour finir, du côté du secteur privé, peut-être donc du côté du secteur privé comme consommateur d'électricité, on observe depuis cette année une hausse fulgurante d'un outil qui s'appelle les achats directs d'énergie. Donc, ça permet à des entreprises de faire des contrats de gré à gré directement avec des fournisseurs, avec des producteurs d'électricité. Pour ces entreprises-là, ça permet de sécuriser des prix sur la durée et de réduire aussi les risques liés au prix du marché. Et elles permettent surtout de financer de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable, surtout en l'absence de soutien public, hein. Ces soutiens publics sont très présents en Europe, mais pas forcément partout dans le monde. Voilà, on observe par exemple un triplement depuis 2017 de ce type de contrat. En 2019, 20 gigawatts avaient été signés. Pour vous donner une ordre de grandeur, ça représente un dixième des capacités de renouvelables installées dans le monde. Au départ, c'était surtout le fait d'entreprises du numérique, hein, donc les GAFAM surtout, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais de plus en plus, on voit que toutes les entreprises de tous les secteurs passent par ce genre de contrat
pour augmenter leur part d'électricité renouvelable. Voilà. Et puis, je vais finir par les acteurs locaux. Donc, dernière slide pour ce qui me concerne, pour observer un peu ce qui se fait du côté des villes et des régions, et puis des citoyens. Du côté des villes et des régions, donc, plus en plus de villes prennent des engagements pour se produire entièrement à base de renouvelables. C'est un objectif qui a déjà été atteint par 58 villes dans le monde, 58 villes et régions, partout dans le monde. C'est une tendance. Donc, alors, ces villes ne produisent pas tout localement, bien sûr, hein. Elles ont recours à plusieurs outils, hein, et notamment des outils contractuels. Une tendance aussi forte, comme dans le secteur privé, c'est celle aussi d'achat direct auprès d'un producteur de renouvelables. On observe certaines villes qui lancent des appels d'offres de plus en plus gros pour couvrir la consommation de leurs bâtiments publics. On détaille, je crois, le cas dans le rapport de Chicago aux États-Unis ou de Canberra en Australie. D'autres villes facilitent aussi la signature de ce genre de contrat direct avec plusieurs acteurs de leur territoire. Donc là, c'est intéressant. Elles font des grands groupements d'achat avec des universités sur leur territoire ou des entreprises. C'est notamment, on a détaillé un peu le cas de Melbourne. Et ces achats permettent aussi de soutenir directement la nouvelle capacité de production dans leur territoire, mais pas forcément sur leur territoire direct administratif, et de créer de l'emploi sans devoir tout produire, encore une fois, sur leur territoire. Le deuxième outil qui est largement plus répandu, c'est bien sûr les certificats d'énergie verte, hein, un outil qui continue de progresser. C'est d'ailleurs un outil qui semble être privilégié aujourd'hui par les collectivités par rapport à une autre tendance qu'on observait dans les précédents rapports, puisque depuis quelques années, on observait une remunicipalisation de la production et de la fourniture d'électricité, notamment en Allemagne ou en Espagne. Donc, ça consiste pour les villes à se mettre ensemble, ou pour une grande ville peut-être même toute seule, à racheter en fait une entreprise de production d'électricité ou une fourniture, et également pour stimuler des investissements locaux de production d'énergie renouvelable. Donc là, on a vu certaines entreprises même vendre ces entreprises publiques. Voilà. Et enfin, elles tendent plus volontiers aussi à soutenir directement la production par des acteurs sur leur territoire, soit en soutenant des universités ou des entreprises, ou des coopératives citoyennes, et en facilitant l'autoconsommation par les foyers. Ceci a été notamment facilité en Europe par la notion de communauté d'énergie qui a été reconnue dans le droit européen depuis 2018, et qui permet aux villes aussi de soutenir plus directement par des outils réglementaires ou par des financements la création de coopératives ou d'autres moyens de production de leurs résidents ou des acteurs sur leur territoire. Voilà. Et pour finir, du côté des citoyens, on observe donc une progression assez significative des coopératives, hein. On en compte 3500 aujourd'hui en Europe. Il faut toutefois souligner que leur production reste très marginale. Et sur l'autoconsommation, elle progresse de plus en plus rapidement. On pensait que la crise du Covid aurait pu ralentir ces investissements des foyers. Toutefois, ce n'a pas été le cas, notamment dans les pays à haut revenu, puisqu'on observe une augmentation assez rapide et assez significative en 2020 par rapport à 2019 en Allemagne ou en Australie, par exemple, contrairement à ce que je disais dans les pays en développement au début de ma présentation. Et enfin, je finirai sur la judiciarisation. Un nombre croissant de villes et de citoyens mènent des actions en justice de plus en plus fréquemment contre soit des entreprises ou soit envers l'État national. Donc, aux États-Unis, c'était le cas de New York qui a ouvert la voie à une vague de poursuites contre l'industrie pétrolière. En Inde, c'est un État fédéré qui a saisi la Cour suprême contre l'État fédéral pour bloquer l'ouverture de nouveaux gisements de charbon. Donc ça aussi, c'est des tendances qu'on essaie de suivre d'année en année de notre part. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Antoine qui va nous parler du transport. Merci Amaury. Je te laisse partager la présentation. Donc, on va passer au secteur du transport, effectivement. Donc, pour commencer, petit rappel sur la place du transport dans le climat, son impact climatique en général, et sur la consommation d'énergie. Donc, vous avez deux graphiques ici. Le premier à gauche représente la consommation finale énergétique par secteur en France. Donc, c'est un graphique qui est publié par le Data Lab, donc le commissariat général à l'énergie et au développement durable du ministère de la Transition écologique, et puis par le cabinet I4CE. Donc, ça nous permet de voir qu'en France, les transports, c'est le deuxième secteur de consommation d'énergie finale, donc 32%, juste derrière le résidentiel et le tertiaire,
qui est à 46. Donc, on a un écart quand même assez substantiel. Et lorsqu'on regarde le graphique de droite, la dernière colonne, on peut voir en revanche que le secteur des transports est de très loin celui qui émet le plus de CO2, à hauteur de 41% de l'inventaire d'émissions français. C'est donc un secteur qui a encore une grande marge de progrès en matière d'efficacité énergétique, mais on le verra pas uniquement. On parle également beaucoup, en particulier cette année, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, de changement de pratique et de changement d'habitudes de mobilité, et notamment aussi des investissements dans de nouvelles infrastructures de mobilité douce. La slide suivante, s'il te plaît, Amaury. Comme vous l'avez compris dans la présentation précédente, l'Observatoire Climate Change observe des flux, des évolutions. Donc, on n'a pas vocation, au-delà de ces premiers chiffres, à décrire et à inspecter forcément le contenu d'un inventaire d'émissions et de ce qui fait la structure du secteur. En revanche, on a vocation à observer les mouvements. Donc, ce qu'on a pu voir sur l'année 2019, qui est la dernière année pour laquelle on a des données certifiées, les prochaines mises à jour pour 2020 ne devraient pas tarder à tomber de la part des différentes agences. Les émissions du secteur des transports avaient augmenté de 0,5% en 2019. C'est une augmentation relativement faible par rapport à la moyenne du secteur depuis les années 2000. On était plutôt aux alentours de 2% par an. Le secteur se maintient globalement à un niveau de 24% des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne devrait pas bouger énormément, a priori, dans les années qui viennent, à moins d'avoir de grosses ruptures technologiques. Et puis surtout, on est sur un secteur qui est très faiblement électrifié. Les énergies renouvelables, en tout cas, les énergies renouvelables, si on veut regarder uniquement les énergies propres, ne représentent que 3,7% de la consommation énergétique du secteur. C'est très facilement compréhensible. Les carburants fossiles constituent encore l'immense majorité du transport, notamment routier, à hauteur de 98%, si je ne dis pas de bêtises. L'impact du Covid sur la fréquentation des transports, il a été très net, il a été clair, il a été très documenté, notamment pour ce qui est de l'usage des transports publics dans un premier temps, également des voitures individuelles avec un rebond dans un second temps après les premiers mois, et puis surtout dans le secteur de l'aviation, avec des avions qui sont restés collés au tarmac et dont les prévisions sont plutôt sombres pour les années à venir. On va y revenir. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de chiffres fixes sur l'impact de cette pandémie sur les émissions du transport. On a quand même de plus en plus de bases de données qui tendent à essayer de proposer des estimations quasiment en temps réel, notamment Carbon Monitor, qui est une association de différents centres de recherche, donc, qui a sorti ce chiffre actuellement, hein, qui est fréquemment mis à jour. Là, je crois qu'il date en dernier lieu du 30 novembre. Moins 15,2%, ce serait la baisse des émissions du secteur des transports à l'échelle internationale entre 2020 et 2019. Enfin, on a eu une réponse très soutenue des États en faveur du secteur des transports, comme on peut l'observer sur le graphique de droite qui nous est proposé par Energy Policy Tracker, qui est également un consortium de centres de recherche qui s'est engagé dans l'observation, le suivi et l'évaluation des politiques de relance des États pour estimer notamment si elles étaient compatibles ou pas avec l'accord de Paris. Donc, on peut voir que les transports ont concentré 57% des plans de relance jusqu'à présent. Donc, c'est énorme. L'exemple en France, il est évident avec le soutien apporté aux constructeurs automobiles ou encore à Air France et à la SNCF, évidemment. Alors, on va commencer par inspecter secteur par secteur les tendances qui avaient été observées sur l'année 2019, pour ensuite essayer de voir un petit peu quelles ont été les ruptures ou les continuités qui ont été créées par ce choc conjoncturel exceptionnel du Covid-19, voir si peut-être il n'a pas même engagé des transformations plus structurelles dans chacun de ces modes de transport. Donc, pour commencer, on regarde le transport routier et en particulier l'évolution du transport public et de l'usage du vélo.
Aujourd'hui, on a observé une baisse de l'accès international à une offre de transport public stable, facilement accessible. C'est à peu près la moitié de l'humanité dont on estime qu'elle a accès à moins de 500 mètres, c'est l'indicateur proposé par les objectifs du développement durable, à une offre facile de transport public. Pendant la crise du Covid, on a pu observer un déclin très rapide et quasiment uniforme dans toutes les villes du monde de la fréquentation des transports publics, ce qui diverge en revanche, et ce qu'on va observer l'année prochaine dans la prochaine édition du bilan, ce sont les trajectoires de résilience. On peut voir notamment que des villes comme Los Angeles ou San Francisco en Californie ont beaucoup plus de mal à retrouver des niveaux de fréquentation de leur transport public similaires à la période avant-crise, contrairement à des villes comme Séoul, qui ont pourtant été frappées très très durement et très rapidement, très profondément par le Covid. Séoul a retrouvé très très vite un niveau de fréquentation de ses transports publics quasiment égal à ce qu'il était auparavant. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cela. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ce sera des tendances à observer pour l'année qui vient. Donc, la plus grande difficulté aujourd'hui rencontrée par les villes, c'est de financer leur système de transport public. On a pu voir que dans des pays en développement où les systèmes de transport public étaient très dépendants de la tarification des usagers, c'est-à-dire qu'elles recevaient très peu de subventions publiques. C'est le cas notamment, par exemple, au Brésil. Il y a de très nombreuses entreprises de transport public, des opérateurs qui font faillite ou qui se retrouvent avec des niveaux d'endettement et de déficit très, très conséquents. Donc, on a une remise en question des modèles de financement des transports publics dans ces pays-là. Le vélo, c'est une évidence, a pris une part considérable depuis le début de la pandémie. Il y a des bases de données qui essayent de recenser un peu toutes les mesures qui sont prises à travers le monde, dans toutes les villes, en faveur de la marche et du vélo. Ça passe par deux moyens en général. L'investissement dans des infrastructures cyclables, les pistes cyclables qu'on voit éclore un peu partout dans les grandes villes et les plus petites villes en France et ailleurs. On a avancé le chiffre ici de 900 mesures, mais il y en a certainement beaucoup plus. Ce sont juste celles qui ont été comptabilisées et recensées par une base de données animée par une université américaine. Et puis, surtout, ce mouvement est uniforme. C'est un mouvement qu'on peut retrouver en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, mais qui forcément aussi rencontre des obstacles différents selon l'architecture des villes et la façon dont l'urbanisme a été conçu. Le deuxième moyen qui a été trouvé par les États et par les acteurs locaux pour encourager l'usage de la bicyclette, ce sont également des incitations financières. Vous en avez peut-être profité, aller faire réparer votre vélo grâce aux subventions de l'État, mais également de nombreuses subventions qui étaient observables déjà auparavant pour financer l'achat de vélos électriques, voire l'achat de cargo bikes dans plusieurs régions. Je sais qu'à Jersey, au Portugal, en Angleterre, on retrouve localement ou au niveau national des subventions proposées pour, par exemple, encourager le fret à bicyclette dans les derniers kilomètres au sein d'une ville. Ces subventions ont été véritablement développées à l'occasion de la pandémie et donc de la baisse des fréquentations des transports publics. Il y a des arguments sanitaires qui plaident en faveur de l'usage de la bicyclette, pas seulement au regard du Covid, mais également au regard de la pollution des villes, mais également au regard des risques provoqués par un rebond de l'usage de la voiture individuelle, qui est aussi l'autre grand gagnant en fait, de cette période. Alors, slide suivante, s'il te plaît. On a un aspect fondamental dans notre analyse qui est celui de l'électrification du parc automobile. Ce sont des indicateurs qui sont extrêmement suivis. Alors, ce qu'il ressort tout d'abord, c'est que le marché de l'automobile électrique a beaucoup moins souffert que le marché de l'automobile dans son ensemble de la crise du Covid. Déjà, l'année passée, on a observé que le marché des véhicules de passagers au niveau mondial les ventes de véhicules neufs en fait, ont diminué de 6,3%. C'est la deuxième année consécutive de baisse des ventes de véhicules neufs à l'échelle internationale. En revanche, s'il y a un marché qui est florissant, c'est d'abord celui des véhicules électriques, qui ont enregistré une hausse de plus 15%
en 2019, et puis qui ont très très bien résisté à la période du Covid, notamment en Europe. En Chine, par exemple, ça a été un peu différent parce que la Chine a, dans un premier temps, annoncé retirer ses subventions à l'achat de ces véhicules électriques pour finalement les maintenir face aux difficultés économiques posées par la crise sanitaire. Toutefois, le marché des véhicules électriques reste encore marginal, ce ne sont que 3% des ventes annuelles pour le moment, et puis au niveau global, au niveau des stocks, ça ne représente que 0,8% de la flotte de véhicules mondiale, donc on est encore très très loin d'un véritable basculement sur le tout électrique. En revanche, ce qui est véritablement la force motrice du marché des véhicules neufs, ce sont les SUV. Et ça, c'est une tendance qui est extrêmement inquiétante, car les SUV sont des véhicules lourds, sont des véhicules qui consomment énormément vis-à-vis d'autres modèles, même s'ils peuvent avancer des arguments d'efficacité et d'une progression de leur efficacité dans le temps. Il n'en demeure pas moins que leur lourdeur les amène à consommer davantage que des véhicules plus petits. Aujourd'hui, c'est quasiment 4 véhicules, c'est plus de 4 véhicules sur 10 qui sont vendus dans le monde qui sont des SUV. Aux États-Unis, on a dépassé 1 véhicule sur 2, alors que dans le même temps, en Norvège, on dépasse 1 véhicule sur 2 qui est électrique. Donc, on a des tendances extrêmement divergentes comme ça. Ce qui est inquiétant également, c'est qu'au sein du marché électrique, on observe que parmi les véhicules qui se vendent le mieux se trouvent des véhicules très très lourds. C'est le cas de la Tesla 3 que tout le monde connaît, mais c'est également le cas de plein de gammes SUV électriques qui constituent aussi une bonne part du marché, à côté des modèles plus compacts qui fonctionnent très très bien en Europe et au Japon, comme la Renault Zoé ou la Nissan Leaf, par exemple, qui rencontrent un très très fort succès. Alors, en parallèle, les villes sont en train de mener des politiques anti-diesel dans leur centre-ville. C'est quelque chose qu'on observe depuis 2 ans à peu près, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Il y a eu une grosse tendance il y a 1 an, c'est un petit peu ralenti cette année. C'est l'interdiction pure et simple parfois des véhicules diesel dans les centres-villes. Parfois, c'est plus progressif. Ou alors, on opte pour des formats de zones à faible émission, c'est-à-dire qu'on propose une tarification à l'entrée dans les centres-villes pour les véhicules qui dépassent un certain niveau d'émissions de gaz à effet de serre ou de particules polluantes. Ça prend diverses formes. Celle qui est la plus ambitieuse à l'heure actuelle et qui est la plus étendue se trouve à Londres, où en l'espace de 2 ans, Londres a enregistré d'énormes gains d'émissions dans sa ville, et puis également d'énormes gains sur la congestion. Beaucoup de villes également se mettent à cibler du coup des flottes 100% électriques, que ce soit pour leurs services publics ou pour l'ensemble de leurs habitants. Je vais accélérer un petit peu sur la démobilité. C'est une tendance évidemment dont on a beaucoup parlé à l'occasion de la pandémie, des réflexions sur le télétravail. C'est 4 Français sur 10 qui se sont retrouvés à télétravailler durant le premier confinement. Donc il y a nécessairement des gains en fréquentation des transports et donc des gains d'émissions. Ce sont des gains qui sont importants, mais qui sont aussi relatifs. L'ADEME les estime autour de 2%. Pour ce qui est de la France, ce n'est pas négligeable, mais il faut regarder un peu plus les schémas de mobilité des actifs susceptibles de faire du télétravail, qui révéleraient sans doute de grandes disparités entre les grandes villes et les zones périphériques où on est plus dépendant de la voiture. Il y aurait certainement des gains plus importants dans les zones périphériques que dans les villes où la pratique du vélo et l'usage des transports publics est déjà un peu plus développée. Et puis, on a également observé des effets rebonds, par exemple à New York, où le télétravail a amené les gens à chercher des logements plus loin de leur lieu de travail ou plus loin des centres-villes. Donc à New York, par exemple, entre juillet 2020 et juillet 2019, eh bien, les ventes de maisons en banlieue ont augmenté de 44%, pendant qu'elles diminuaient de 56% à Manhattan. Donc on peut avoir cet effet rebond qui va faire en sorte que les gens s'écartent un peu plus de leur lieu de travail, donc utilisent davantage de transport pour leurs activités. On a ensuite des concepts comme les quartiers complets, la ville du quart d'heure qui a été développée pendant la campagne municipale à Paris, qui sont de nouvelles façons d'envisager les villes, d'envisager leur conception, leur urbanisme, et dont on parle également en détail à l'intérieur du rapport. Alors, je vais passer au prochain secteur qui sera celui du ferroviaire. Le secteur ferroviaire est un secteur en expansion à l'échelle internationale.
Le réseau s'est étendu de à peu près 1000 km l'année dernière, c'est 0,5% d'expansion, avec une forte demande de passagers qui en continue, également du côté du fret. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, cette expansion, elle est majoritairement portée par la Chine, et pas par n'importe quelle forme de voie ferrée, mais surtout par des trains à grande vitesse, qui s'avèrent être plus émissifs, ou en tout cas plus lourds, polluants que forcément des petits trains sur des petites lignes pour connecter des lieux plus proches. Alors la Chine, elle a étendu énormément son réseau à grande vitesse, notamment pour substituer le train à l'avion dans les liaisons entre des grandes villes de son territoire. Et aujourd'hui, la Chine représente près de 2 tiers du réseau qui a été construit sur les 10 dernières années. Le graphique à droite, je vais vous l'illustrer. Je crois que la Chine et l'Inde représentent à l'heure actuelle la moitié de la demande de passagers sur les lignes ferroviaires à l'échelle internationale. Donc, on a une forte polarisation de cette dynamique sur le continent asiatique. Du coup, on peut se poser la question des raisons qui portent à l'expansion de ce réseau ferroviaire. Malheureusement, pas des raisons climatiques. Le train est aujourd'hui le moyen le plus décarboné, en tout cas le moins intense en carbone, pour transporter via des moyens motorisés des passagers ou des marchandises. Mais l'expansion du réseau chinois, à l'heure actuelle, elle est davantage motivée par l'accès à des ressources stratégiques. Comme on peut le voir par exemple dans le financement d'infrastructures ferroviaires en Afrique de l'Est, que l'on peut croiser en fait avec le développement de projets d'exploitation d'hydrocarbures ou de projets d'exploitation de minerais sur toute la façade est de l'Afrique. C'est également des enjeux d'accès à de nouveaux marchés dans le cadre du projet One Belt, One Road, qui est cette espèce de méga projet transcontinental de voies routières, ferroviaires et maritimes qui vise à connecter la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Donc, la substitution et le report modal n'est pas pour l'heure le premier objectif de l'expansion de ce réseau ferroviaire porté par la Chine. Alors, slide suivant, s'il te plaît. Alors, plusieurs tendances sont observables par ailleurs si on regarde un petit peu dans le détail. En Europe, on a vu l'année dernière un progrès assez conséquent. On m'a dit que vous en aviez parlé un petit peu plus tôt, des trains à batterie ou à pile à combustible hydrogène. Ce sont deux tendances très importantes qui permettent de développer le train en dehors des infrastructures électrifiées et qui sont plutôt prometteuses pour des territoires qui reposent encore sur des moteurs diesel. Ensuite, on a vu que plusieurs régions dans le monde ont revitalisé leur réseau grâce à différents outils. L'Allemagne, par exemple, a réduit la TVA sur les billets de train. Le Japon a confié à ces régions le soin de réhabiliter des lignes ferroviaires entre des villes de taille intermédiaire et de régionaliser les réseaux ferroviaires. Et puis, on a l'émergence de la fameuse coopérative Railcoop, dont on a parlé hier soir sur Envoyé spécial, qui prévoit de réhabiliter, par exemple, la ligne Lyon-Bordeaux à la faveur en fait, de la libéralisation du marché des services ferroviaires en France prévus par le droit communautaire européen. Et puis enfin, le fret ferroviaire s'est montré tout à fait stratégique pour faire face à la crise du Covid-19, notamment pour acheminer du matériel médical, mais pas seulement. On a vu qu'il y avait là aussi une sorte d'effet rebond. Il faut observer ce que l'on transporte, pourquoi on le transporte. Et donc, on a aussi, dans ce moment-là, une hausse du fret ferroviaire qui est portée par la demande de marchandises, de biens de consommation qui traversent les continents. Et donc, on peut se demander de la pertinence de ce report modal dans ce cas précis, notamment entre l'Europe et la Chine. On va passer au secteur du transport maritime, qui est un secteur assez complexe, qui mélange pas mal de problématiques. Donc, je vais essayer de le résumer rapidement. On est sur un secteur qui, globalement, a enregistré pas mal de gains d'efficacité énergétique depuis une dizaine d'années, notamment grâce à la réduction des vitesses ou à l'optimisation des processus de déchargement quand il s'agit du fret. Et donc, on a en parallèle de ces gains d'efficacité énergétique un ralentissement
qui a été observé depuis d'autres, et donc qui permet de poser un certain nombre de questions sur le futur des stratégies, notamment des porte-conteneurs à l'échelle internationale. Donc, le secteur maritime, il n'est pas régulé par l'accord de Paris. C'est un secteur qui se tient spécialisé de l'ONU en proposant un objectif pour 2030 de baisse des émissions de moins 40%, mais également une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur cette année pour réduire le contenu en soufre de ces carburants. Alors pour ça, les compagnies maritimes ont adopté 2 types de stratégies. D'abord, utiliser du gaz naturel liquéfié en tant que carburant pour réduire leurs émissions de CO2, ce qui a l'inconvénient d'augmenter les émissions de méthane. C'est plus 150% sur les 10 dernières années, je crois, de méthane, qui est un gaz qui réchauffe, qui a un potentiel de réchauffement global 86 fois supérieur au CO2. Ou alors, on a la possibilité d'utiliser des carburants avec des faibles teneurs en soufre, qui sont également à l'origine d'émissions de plaques carbone, qui sont des gaz à effet de serre très, très importants. On a un autre type de stratégie qui est une stratégie technologique, l'utilisation de scrubbers, qui sont des tours de nettoyage en sortie d'échappement des navires, qui permettent en fait, de retirer le soufre de ces échappements, mais qui les rejettent dans une certaine version de cette technologie, contribue en fait à l'acidification des océans. C'est pour l'heure la technologie la plus utilisée par les compagnies maritimes. Pourtant, il y a eu, à la faveur du Covid, un changement structurel énorme qui est la chute des prix du pétrole. La chute des prix du pétrole ont fait chuter l'offre de gaz naturel liquéfié, parce qu'un prix du pétrole qui baisse est un prix du gaz qui baisse, et le prix du gaz ne permet pas de rentabiliser les investissements du côté de l'offre. Et puis derrière, la chute des prix du pétrole ont augmenté la rentabilité du carburant à faible teneur en soufre, ce qui a mis un petit peu le doute aux compagnies maritimes quant à leur choix d'utiliser les scrubbers, puisque du coup, le taux de rentabilité est devenu beaucoup moins intéressant, et pourtant, ces technologies ont déjà été installées. Donc, il y a eu une perturbation qu'on devra continuer à observer dans l'année qui vient. Et puis, pour conclure, j'en viens donc au secteur de l'aviation, qui est le secteur qui n'a pas le moins souffert de la crise du Covid, évidemment. Ces émissions étaient en hausse comme depuis de très nombreuses années en 2019, et puis soudain en 2020, on estime que c'est une baisse du trafic de 68% qui est intervenue avec pas de perspective de rétablissement à la normale avant 2024, selon IATA, l'Association internationale des compagnies aériennes. Alors, dans ce cadre-là, les compagnies aériennes, qui elles aussi ne dépendent pas de l'accord de Paris, mais d'une négociation internationale indépendante dans le cadre d'une agence onusienne, ont revu leur standard de calcul des émissions pour le système Corsia, qui devait être le système de compensation de leurs émissions, qui devait être mis en place à partir de cette année dans sa phase pilote, avant d'être pleinement lancé en 2027, je crois. Donc, plutôt que de prendre comme base de référence les émissions de 2020, comme c'était prévu, on les a seulement reportées aux émissions de 2019, car sinon les efforts auraient été trop importants à mener pour le secteur en matière de décarbonation et de compensation. Donc, derrière, on a vu un certain nombre d'engagements à optimiser les opérations, à développer les biocarburants, à développer des projets pilotes d'avions électriques. La France s'y est engagée, la Grande-Bretagne s'y est engagée, avec British Airways et Airbus également. La petite entreprise britannique Zero Avia fait tourner son premier avion 6 places à pile à combustible en septembre. Donc on voit comme ça un engouement pour des projets pilotes qui visent à décarboner technologiquement le secteur de l'aviation pour le faire rentrer dans les clous de l'accord de Paris. Le dernier aspect donc, qui est important à observer cette année, et donc tout cela est détaillé en profondeur dans le bilan, je vous invite à le consulter, ce sont donc les plans de relance, évidemment avec un certain nombre de taxations qui ont été reportées en Europe, mais pas seulement, sur soit les billets de train, les billets d'avion, soit la taxation du kérosène, qui demeure encore un tabou pour la plupart des pays membres de la Convention de Chicago. Et puis, on a vu un certain nombre de plans de relance qui sont venus à la rescousse donc, du secteur de l'aviation civile, parfois sans sauvegarde climatique. C'est ce qu'on a essayé d'observer, un petit peu quelles étaient les garanties qui étaient proposées. Donc, c'est souvent en fait, des plans d'investissement à l'horizon 2030 pour décarboner technologiquement ces avions, dans lesquels les États vont investir,
sans véritable conditionnalité environnementale néanmoins. Voilà, j'essaie de faire vite et puis à votre disposition pour creuser un peu chacun de ces sujets lors de nos échanges. Petite question donc à Marie-Antoine. On a observé là depuis quelques années la montée en régime de votre observatoire. Est-ce que vous avez là pour les années qui viennent des orientations un petit peu particulières et comment, d'une façon générale, mettez-vous un peu à disposition tout ce travail pour le faire connaître? Parce que justement, c'était aussi un des objectifs de cette réunion là, avec nos interlocuteurs locaux. Hein. Comment voyez-vous un petit peu la relation qui s'établit avec le terrain, hein, indépendamment de la recherche que vous êtes amené à faire à travers la bibliographie, à travers, comme vous l'avez expliqué très bien, toutes les sources avec lesquelles vous travaillez, hein. Puisque la vocation quand même la vocation de Climate Change, c'est bien de travailler sa dimension, comme on disait, de société civile, de lien très fort avec les villes et les territoires, hein, et cet ancrage-là me paraît extrêmement intéressant. Oui, alors c'est vrai que c'est un travail très lent, donc c'est toujours un peu compliqué de le résumer très rapidement, en tout cas quand il y a pas de focus particulier. Ce qu'on fait, en fait, c'est que déjà, on a des coalitions thématiques qui permettent de faire un premier relais pour diffuser un peu ce travail auprès des acteurs en fin d'année aussi, pour prendre en compte ce travail. Parfois, on essaie d'animer des tables rondes ou des réunions en introduction, puisque généralement, ça donne une bonne introduction à un secteur ou à un type d'acteur. Donc ça, c'est plutôt idéal comme format. Et là, on peut aussi répondre à des questions peut-être plus précises par rapport à la réunion en question. De manière plus large, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de placer, ou en tout cas de valoriser ces travaux-là de manière, c'est-à-dire peut-être un secteur ou un seul cahier ou un seul cas d'étude sur des plateformes un peu plus spécialisées. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes d'acteurs qui se réunissent autour, je sais pas, du bâtiment, choses comme ça, des ressources et des espèces de lieux où toutes ces ressources-là sont listées. Et là, on essaye un peu de mettre toutes les parties du rapport en lien avec ces plateformes-là dessus, quoi. Voilà. Pour l'année 2021, on a la volonté aussi de s'inscrire toujours au regard de la dynamique de la coopération internationale, c'est-à-dire de la COP. La COP 26 a été reportée donc au mois de novembre 2021 avec cet enjeu du renouvellement des engagements des États pris dans ce cadre-là pour augmenter l'ambition de leurs efforts de décarbonation et d'atténuation en vue d'atteindre les 2 degrés ou les 1,5 degrés. Donc, ce que peut faire l'Observatoire dans ce cadre-là, en proposant ces cas d'études, en proposant ces analyses qui reviennent sur les stratégies de territoire, d'entreprise ou de la société civile, c'est d'aller aussi faire un travail de plaidoyer, d'inspiration auprès des États pour la prise en compte des acteurs du terrain. Puisque de toute manière, vous pouvez toujours développer une stratégie au niveau national, il vous faut une déclinaison territoriale, il vous faut une déclinaison qui prenne en compte les acteurs privés. Et c'est ce que l'Observatoire va essayer de faire cette année en vue de la COP26. Oui, j'avais une question par rapport au transport. En fait, vous parlez du transport dans sa globalité. Est-ce que vous avez été plus dans le détail entre le transport des marchandises et le transport des personnes? Et est-ce que, je dirais, un petit peu les conséquences, enfin, les développements futurs, c'est pas une évolution vers le ferroroutage à titre national, voire même européen? On va rester sur l'Europe, hein, voilà, parce que le monde entier. Est-ce qu'il y a des études un petit peu plus complètes là-dessus et voir l'opportunité de développer ce ferroroutage qui a peine à décoller, quoi. Alors, sur l'aspect transport, donc c'est vrai que nous, déjà, pour recadrer sur notre démarche, on est toujours sur une idée de témoigner et d'analyser ce qui a été réalisé dans l'année présente, enfin dans l'année passée. Donc, on est moins sur l'idée de dresser des perspectives. Le ferroroutage, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément observé, nous, cette année. Ça ne veut pas dire en fait que c'est quelque chose qui ne se développe pas. Je crois que notamment en Autriche, c'est quelque chose qui est en Suisse observé, et en Suisse. En fait, dans le centre de l'Europe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé que chez nous. Pour ce qui est après des équilibres entre fret et passagers, je crois qu'il y a une dynamique qui est super intéressante au niveau européen, mais qui s'inscrit aussi dans son environnement international. C'est ce qu'on a dit sur le développement du ferroviaire transcontinental depuis la Chine.
qui se connectent énormément au port européen. Donc, on a aujourd'hui des lignes ferroviaires qui partent de Chine et qui arrivent à Gdansk, qui arrivent en Lituanie, qui arrivent sur toute la façade de la Baltique, mais également méditerranéenne. Et puis, de l'autre côté, on a un fret maritime qui s'en sort extraordinairement bien vis-à-vis du Covid, de façon assez étonnante. C'est qu'en fait, elle a récupéré la part du fret de l'aviation déjà. Et puis, se trouvant en fait en situation, pas de monopole, mais en situation de jalon, rouage indispensable, elle a pu augmenter en fait, ses tarifs, hein, pour le dire simplement. Donc en fait, le transport maritime est dans une dynamique où elle enregistre des résultats financiers excellents. On parle même de pénurie de porte-conteneurs. Pénurie de conteneurs. Donc, alors qu'on sort de 2-3 années de commerce international, dynamique internationale, du point de vue du commerce pour les années à venir. Après, sur l'aspect territorial et intra-européen, on a plutôt observé des cas d'études de pays. Donc, on s'est penché sur le cas de la Norvège, on s'est penché sur le cas de l'Allemagne, sur le transport à Maury, tu me rattrapes si j'en oublie. Je crois que c'était les deux seuls, hein, pour l'instant en Europe. Le transport, on a couvert en Europe, pardon, oui. En Europe, ouais. On a aussi couvert le Japon, on a aussi couvert la Côte d'Ivoire, toujours dans cette idée et le Brésil, ouais. En fait, ce qui est intéressant dans ces cas d'études sectorielles pays, c'est ça permet d'aller un peu plus loin et c'est intéressant parce qu'on a pris justement des pays qui représentaient des stratégies différentes. Au Brésil, on a été analysé un peu plus vraiment tout le développement des biocarburants. En Norvège, c'était beaucoup sur l'électrification. Suède, pardon, c'était aussi les biodiesels. Donc voilà, Japon, une grosse stratégie, comme l'a dit un peu très brièvement Antoine, sur le train. D'ailleurs, c'est un des rares pays où la part modale du train des passagers augmente par rapport à d'autres. Et pour revenir à la question de M. Sabourin, c'est vrai qu'on fait peu de prospective. Et en plus, le rail, c'est vrai que c'est assez peu supporté par des acteurs non étatiques en tant que tels, puisque ça demande des investissements très lourds qui sont généralement pris en charge par les États. Par contre, peut-être un indicateur tout simple, c'est que quand on regarde les plans de relance l'an dernier, une part très peu significative a été au rail comparé à l'industrie automobile ou à l'aviation. Donc c'est vrai que pour le développement, quand on regarde, ne serait-ce que même sur le cas français, par exemple, peut-être aussi un problème aussi au niveau de mise à l'échelle des investissements qu'on peut faire dans ce secteur-là, quoi. Qui dépendent quasiment exclusivement d'investissements publics nationaux, pour le coup. À part quelques exceptions comme cette coopérative, etc., mais ça reste très marginal. Florence Puiseux. Vous avez parlé d'initiatives concrètes mises en œuvre, ce que je trouve très intéressant, et je me demandais si vous aviez justement un peu un benchmarking accessible de ces initiatives qui pourraient inspirer de manière très concrète. Alors là, ma question était plus orientée sur des entreprises qui auraient voulu optimiser leur politique de déplacement des collaborateurs et de l'impact que ça aurait eu et de comment conduire cette transformation-là. Mais bon, plus largement, est-ce que des bonnes pratiques existent? Alors, sur des bonnes pratiques très concrètes, individuelles, on fait plutôt, en fait, on fait un tour du monde de ce qu'on appelle des bonnes pratiques, mais des collectivités surtout au niveau du territoire. Donc, assez peu des entreprises. Les entreprises, on essaie de les couvrir plutôt dans le bilan sectoriel. Et ce que vous y trouverez serait plutôt beaucoup de références à d'autres benchmarks. C'est un peu ce que je disais sur les électriciens, par exemple. Donc, on essaie de reprendre des analyses, parce que si on commence à traiter toutes les entreprises dans le monde, en tout cas, on essaie vraiment d'identifier des benchmarks un peu partout dans le monde. Là, pour le secteur d'énergie, donc on avait celui-là qui était vraiment très bien sur 50 compagnies dans le monde. Je sais qu'ils en ont fait un autre sur l'industrie automobile, sur la question très précise des déplacements dans les entreprises. Je me rappelle qu'on avait un peu couvert cette tendance-là l'an dernier. Cette année, pas vraiment. Ce n'est pas une tendance qu'on a couverte. Surtout comparé du Covid, donc comme il n'y a eu plus beaucoup de déplacements, c'était un peu… télétravail. Oui, c'est ça. Donc là, on a été plutôt couvrir un peu sur les premiers résultats par rapport au télétravail en termes d'émissions, mais sur les déplacements, non, on n'a pas couvert cette tendance cette année. Et sur les outils de climate change en général, et de l'Observatoire en particulier, on a donc une cartographie sur le site internet qui essaye de répertorier un peu les bonnes pratiques qu'on nous fait remonter. Donc, ce sont souvent des pratiques qui sont plutôt territoriales, donc, qui incluent les gouvernements locaux, mais pas seulement. Parfois, il y a aussi des entreprises, il y a des acteurs de la société civile. Donc,
ça peut se trouver. Après, sur ce thème-là en particulier, je ne pense pas qu'on ait encore atteint ce degré de finesse dans les analyses. Après, j'insiste sur l'intégration de nos travaux, parce que ce qu'on va vous présenter ici, c'est effectivement un bilan. Donc, c'est un bilan de l'année à l'échelle internationale, décliné par secteur. Mais vous trouverez également sur le site internet donc, tout un tas de cas d'études, à l'intérieur desquels, là, on a beaucoup plus le temps de rentrer dans le détail des stratégies des acteurs, que ce soit les gouvernements locaux, les entreprises ou les collectivités, et ce, dans